Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité en donnant la notion d'indépendance de deux variables aléatoires. Nous travaillerons dans le cadre suivant. Oméga P est un espace probabilisé fini, ça veut dire que oméga est un univers fini et que P est une probabilité définie sur oméga. EF sont deux ensembles, on peut les prendre finis au moins techniquement, mais le caractère fini des deux ensembles n'est pas très important. Et x et y sont deux variables aléatoires définies sur oméga. X est à valeur dans grand E et y est à valeur dans grand F. Nous allons donc commencer par donner la définition d'indépendance de x et de y. Et on dit que x et y sont indépendantes si quel que soit petit e dans grand E et quel que soit petit f dans grand F, la probabilité que x est égal à E et que y est égal à F est égale à la probabilité que grand X égale E fois la probabilité que grand Y égale F. Alors, une remarque, ceci à gauche, c'est la probabilité de l'intersection des événements x égale E et y égale f. Donc notre définition signifie que pour tout E et pour tout f, les événements x égale E et y égale f sont indépendants, tout simplement. Un petit peu de vocabulaire. C'est quelque chose que l'on retrouve extrêmement souvent en probabilité. On dit que x et y sont, alors on note toujours IID, ça veut dire indépendantes et identiquement distribuées, ce qui veut dire que x et y sont indépendantes et ont la même loi. Alors, cette propriété d'indépendance viendra le plus souvent par hypothèse de modélisation. Donc, par exemple, si je réalise deux tirages avec un dé, on peut supposer que les deux tirages sont indépendants et identiquement distribués. Idem, par exemple, avec deux tirages successifs dans une urne. Successifs avec remise dans une urne. Ce que l'on vous demandera de justifier systématiquement, c'est la non-indépendance. Donc l'indépendance vient toujours, quasiment toujours, par hypothèse de modélisation, même si dans des exercices on pourrait éventuellement vous demander de démontrer une indépendance. La non-indépendance, quasiment jamais. L'exemple, on va dire, de base à savoir traiter, c'est celui de deux tirages successifs sans remise dans une urne. Donc deux tirages successifs sans remise dans une urne qui possède n boules, toutes numérotées de 1 à n. Donc on note x et y les deux tirages, x le premier, y le deuxième. L'exercice est bien sûr modéliser, de montrer avec cette modélisation que x et y ne sont pas indépendants. Je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous en ressentez le besoin. Je vous donne ma réponse. On modélise cela en disant que x suit la loi uniforme sur le segment d'entier 1n et que si i est compris entre 1 et n, conditionnellement à l'événement x égale i, eh bien y suit la loi uniforme sur le segment d'entier 1n privé du singleton i. On a pioché la boule numéro i dans l'urne au premier tirage, on ne peut plus la piocher au second tirage. On va déterminer la loi de y et on va voir tout simplement que la loi du couple XY ne se factorise pas.
Ça c'est une remarque que je n'ai pas faite, que j'aurais pu faire, hein. L'indépendance de x et de y signifie que la loi jointe se factorise en produit des lois de x et de y. Alors, pour déterminer la loi de y, ça c'est quelque chose à savoir faire de très simple. C'est la formule des probabilités totales sur le système complet d'événements grand X égale 1 jusqu'à grand X égale n. Donc on obtient que si J est entre 1 et n, la probabilité que Y égale J, c'est la somme pour I allant de 1 à n de la probabilité de l'événement X égale I fois la probabilité sachant que X égale I de l'événement Y égale J. Et pour ceci, on a très naturellement toutes les données par modélisation. La probabilité que x égale i, c'est 1 sur n par modélisation. Et la probabilité sachant x égale i de y égale j, c'est 1 sur n-1 si i est différent de j, et 0 si i égale j, par modélisation, par cette donnée de loi conditionnelle ici. Et donc, on obtient la probabilité que y égale j, on obtient donc 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n de ces probabilités conditionnelles. Ces probabilités conditionnelles, on en a n-1 qui valent 1 sur n-1 et on en a une qui vaut 0, donc la somme vaut 1. C'est égal à 1 sur n ici. Donc, première conclusion, y suit la loi uniforme sur le segment entier 1n. Ça, c'est la première conclusion. Et ensuite, pour la non-indépendance, eh bien, par exemple, la probabilité que x égale 1 et que y égale 1, c'est la probabilité que x égale 1 fois la probabilité sachant x égale 1 de l'événement y égale 1. Ça, c'est par la formule des probabilités composées. Et donc, c'est égal à 1 sur n fois 0, c'est égal à 0. Et bien sûr, c'est différent de la probabilité que x est égal à 1 fois la probabilité que y est égal à 1. Et ça, on vient de le calculer. Cela vaut 1 sur n au carré. Donc, conclusion, x et y ne sont pas indépendantes, ce qui est quand même complètement intuitif. Car si on a tiré un numéro au premier tirage, ça nous donne une information sur le deuxième tirage. Qui est que on ne peut pas retirer ce numéro. Alors maintenant, un résultat important qui sera utile et qui aussi éclaire cette notion d'indépendance, c'est le suivant. Donc, proposition, c'est une caractérisation de l'indépendance de deux variables aléatoires. On dit que x et y sont indépendantes si et seulement si, pour toute partie A de E, pour toute partie B de F, la probabilité de l'événement que x appartienne à A et que y appartienne à B, c'est le produit des probabilités, donc que x soit dans A et que y soit dans B. Alors bien sûr, à gauche, on aurait pu l'écrire, la probabilité que le couple x, y appartienne au produit cartésien de A par B. Donc qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que x et y sont indépendantes si et seulement si tous les éléments que l'on peut construire d'un côté sur x et de l'autre côté sur y sont indépendants les uns des autres. Et ça, c'est vraiment ce que l'on a en tête quand on parle d'indépendance de deux variables aléatoires. Donc on ne le donne pas en définition parce qu'on préfère nettement travailler avec la définition donnée précédemment, mais c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête comme représentation quand on parle de la notion d'indépendance. Alors, on le démontre, on a une équivalence à démontrer, alors il y a un sens qui est vide. Si on a la phrase quantifiée pour tout A inclus dans E, pour tout B inclus dans F, la probabilité que x appartienne à A et que y appartienne à B, c'est égal au produit des probabilités que x appartient à A et que y appartient à B, eh bien,
Ça implique naturellement l'indépendance de x et de y. Il suffit de prendre pour A et B des singletons. Et on retombe immédiatement sur la définition de l'indépendance des variables aléatoires x et y données. Ensuite, pour l'autre sens, c'est assez simple. On va prendre A une partie de E, B une partie de F, et on va juste voir que l'événement X appartient à A, écrit comme union disjointe pour tous les éléments petit a dans grand A des événements X égale petit a. Alors, si cette union n'est pas claire, ou si le fait qu'elle est disjointe n'est pas clair, je vous laisse écrire parce que c'est franchement élémentaire. Et de même, l'événement Y appartient à B, ça s'écrit comme union disjointe pour tous les événements petit b dans, bien sûr, grand B. Donc, on le réécrit. Donc, l'union disjointe pour tous les B dans grand B des événements Y égale petit b. Et puis, l'événement, le couple XY appartient au produit cartésien de A par B, s'écrit naturellement comme union disjointe pour tous les couples AB dans le produit cartésien de A et de B, des événements grand X. Alors le couple XY est égal au couple AB, c'est-à-dire grand X égale A et grand Y égale B, et ça, je rappelle que c'est défini comme l'intersection des événements grand X égale A et grand Y égale B. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Donc la probabilité que le couple XY appartienne au produit cartésien de A et de B, c'est donc la probabilité de cette union disjointe donc pour tous les couples AB dans le produit cartésien de A et de B, donc de l'intersection des événements X égale A et Y égale B. Comme on a la probabilité d'une union disjointe, on obtient la somme pour tous les couples petit a, petit b dans le produit cartésien de grand A et de B de la probabilité de cette intersection, donc X égale A et Y égale B. On va les réécrire. Alors d'une part, on réécrit comme une somme sur un produit cartésien, c'est une somme double. On réécrit juste la probabilité de l'intersection comme la probabilité sur la loi jointe. Donc, et là, par indépendance de x et de y, on obtient la somme double sur a et b de la probabilité que x égale a fois la probabilité que y égale b. Et donc ça, pour passer de l'un à l'autre, c'est parce que x et y sont indépendants. Et donc on a une somme double factorisée, donc on peut la factoriser. C'est la somme pour petit a dans grand A que la probabilité que x soit égal à a, fois la somme pour petit b dans grand B de la probabilité que y égale b. Donc on peut voir ça comme une double factorisation ou double développement. Donc on a d'un côté la probabilité de l'union disjointe pour les petits a dans grand A des événements x égale petit a fois la probabilité de la même union sur B et sur Y, donc pour petit b dans grand B, union disjointe des événements Y égale petit b. Donc ça, c'est bien la probabilité que X appartienne à grand A fois la probabilité que Y appartienne à grand B. Donc un petit calcul technique, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'idées derrière ce calcul, et le résultat est quand même important. Alors, un exercice que l'on peut faire maintenant, qui n'est pas forcément une application directe, mais où l'on va en fait utiliser cette règle-là. Donc on prend x et y
indépendantes et identiquement distribuées, deux lois uniformes sur le segment d'entier 1n, et la question est de calculer la probabilité que x est inférieur ou égal à y. Bon, c'est un exercice parmi d'autres. Ce que je vous demande de faire, c'est de le faire en conditionnant par rapport à grand Y, si vous le faites, et d'essayer de voir où est-ce que la loi précédente apparaît. Si vous ne le voyez pas, eh bien, regardez juste ma correction et vous allez voir là où cela apparaît. Donc, je vous propose ma correction. Donc, on utilise la formule des probabilités totales sur le système complet d'événements canoniquement associé à Y, c'est-à-dire le système d'événements Y égale 1 jusqu'à Y égale N. Et donc, on a que la probabilité que X est inférieur ou égal à Y, c'est la somme pour J allant de 1 à N de la probabilité que Y égale J fois la probabilité sachant Y égale J que X est inférieur ou égal à Y. Et c'est dans le calcul de cette probabilité conditionnelle là que l'on va faire un petit quelque chose et que l'on va vraiment et où il y a quelque chose d'important à marquer. Alors, première version de ce calcul, on revient à la définition et on dit que la probabilité conditionnement à l'événement y égale j de l'événement x est inférieur ou égal à y, c'est la probabilité de l'intersection x est inférieur ou égal à y et y égale j sur la probabilité que y égale j. Alors là, sur cet événement, si on a y égale j, donc on peut écrire la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à j et y égale j sur la probabilité que y égale j. Et là, on revient exactement pour le numérateur à cette règle-là. Et donc, on obtient la probabilité que x est égal à que x est inférieur ou égal à j fois la probabilité que y égale j divisé par la probabilité que y égale j. Donc, on obtient que la probabilité de x inférieur ou égal à j. On donne parfois une justification de ceci légèrement accélérée. Donc, voici un argument que l'on donne parfois et qui, en fait, si on veut le démontrer, on fait ce que l'on vient de faire. La probabilité sachant y égale j de x inférieur ou égal à y, c'est la probabilité sachant y égale j. Si on sait que y vaut j, on met x inférieur ou égal à j. Et là, comme x et y sont indépendants, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à j. C'est une rédaction souvent acceptable, et si on veut le détailler, encore une fois, on revient à la définition. Et on fait exactement ce qu'on vient de faire. Voilà. Maintenant, pour terminer le calcul, alors qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat à ce calcul, mais bon, on va quand même le terminer. La probabilité que x est inférieur ou égal à y, c'est donc la somme pour j allant de 1 à n de la probabilité que y égale j fois la probabilité que x est inférieur ou égal à j. C'est donc la somme pour j allant de 1 à n de 1 sur n fois la probabilité que j est inférieur ou égal à n. Pour une loi uniforme, on obtient bien j sur n. Et donc on a 1 sur n carré fois la somme pour j allant de 1 à n des j. Donc on obtient 1 sur n carré fois n plus 1 sur 2, la somme des j, il faut la connaître. Et donc on obtient n plus 1 sur 2n, et on peut voir que c'est égal à 1 demi d'ailleurs, plus 1 sur 2n. Donc on a calculé cette probabilité, tout simplement. Donc voilà pour ce petit exercice. Et maintenant, nous allons terminer cette vidéo par un dernier point technique, mais qui est
assez utile finalement. Et ce sera un outil majeur pour montrer que deux variables aléatoires sont indépendantes, c'est de les voir respectivement comme transformation d'autres variables aléatoires indépendantes. Donc si je prends maintenant E' et F', deux ensembles finis, alors je prends fini juste parce que c'est technique, c'est pour coller toutes nos définitions, il n'est pas important. Si je prends f, une fonction qui va de E dans E', et g, une fonction qui va de f dans f', et bien alors si x et y sont indépendantes, alors f de x et g de y le sont aussi. Donc ça c'est assez intuitif finalement, si je prends deux variables aléatoires indépendantes et que je transforme chacune des deux, eh bien les deux transformées sont aussi indépendantes. Et on verra que c'est quand même assez utile comme règle. Donc pour démontrer cela, on va utiliser le résultat précédent. Donc on va prendre A une partie de E', B une partie de F', et on va montrer que la probabilité que f de x appartienne à A et que g de y appartienne à B est égale au produit des probabilités que f de x soit dans A et que g de y soit dans B. On va voir cela en fait, ça va être assez simple. Donc, il suffit juste de regarder, de voir que l'événement f de x appartient à un grand A. Alors, on pourrait donner une écriture immédiate, mais on va prendre un petit peu le temps de la démontrer. Donc ça, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga qui vérifie f de x de oméga appartient à grand A. Donc c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga qui vérifie x de oméga est l'antécédent d'un élément de grand A par f, c'est-à-dire appartient à l'image réciproque, on dit aussi tirer en arrière, de grand A par f. Donc c'est l'événement grand X appartient à l'image réciproque de grand A par f. Vous voyez, ce passage-là, en fait, il est assez naturel et on pourrait l'écrire directement. De même, on a l'événement G de Y appartient à B, c'est l'événement Y appartient à l'image réciproque par G de B. Donc maintenant, la probabilité de l'intersection des événements f de x appartient à A et g de y appartient à B, c'est la probabilité des intersections d'événements x appartient à l'image réciproque de A par f et y appartient à l'image réciproque de B par G. Donc là, on peut utiliser l'indépendance de x et de y et dire que c'est donc le produit de la probabilité que x appartienne à l'image réciproque de A par f par la probabilité que y appartienne à l'image réciproque de B par G. Et donc ça, parce que l'on vient de raconter, c'est exactement la probabilité de l'événement f de x est dans grand A par la probabilité que g de y appartienne à grand B. Et c'est terminé. On vient bien de montrer notre résultat, tout simplement. Donc, par exemple, eh bien, si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, eh bien, on a, par exemple, x carré et exponentielle y qui sont indépendantes. Plus fort, si j'ai le couple xy et le couple zt qui sont deux couples indépendants,
Eh bien, par exemple, si je prends la fonction somme pour le premier, x plus y, et si je prends la fonction produit pour le deuxième, zt, eh bien, ce sont aussi deux variables aléatoires indépendantes. Donc, on a comme ça des constructions assez puissantes, en fait, pour montrer que deux variables aléatoires sont indépendantes, et c'est à peu près le seul outil qui est au programme de MPSI. Voilà pour cette vidéo. On a fait le tour de la notion d'indépendance de deux variables aléatoires. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la notion d'indépendance mutuelle d'une famille finie de variables aléatoires.